Bonsoir, bienvenue dans ce numéro d'Enquête de sport. Au sommaire ce soir, une enquête menée par le comité départemental olympique et sportif de la Meuse. L'objectif, identifier les principaux sujets de préoccupation des clubs et comités meusiens. Cette consultation a permis de mettre en lumière 3 sujets d'inquiétude: le financement, la vie associative et notamment la baisse du nombre de bénévoles. Inquiétude également du côté de l'avenir. Nous sommes allés filmer le quotidien de 3 clubs. D'abord pour mettre en lumière les 3 problématiques, mais aussi pour donner quelques éléments de solution. Premier sujet, la vie associative. Nous sommes ici dans le hangar à bateaux du Cercle Nautique Verdunois. L'Aviron ici est une institution. Le club a donné 3 médailles olympiques à la France. Alors comment concilier sport de haut niveau et bénévolat? Un reportage signé Guillaume Ramon. Je m'appelle Camille Juillet, j'ai 19 ans et je suis rameuse. J'ai commencé l'aviron à l'âge de 12 ans, donc avec une amie sur Verdun, on a découvert que le club de Verdun proposait des stages de découverte d'aviron. On a essayé et on a tout de suite accroché. Le plaisir de la glisse n'est pas venu tout de suite. C'est vrai que les premières sorties sont laborieuses. C'est pas toujours facile. Ça paraît simple comme ça, mais ça l'est pas du tout. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on prend de plus en plus plaisir à ramer, à faire des sorties et on s'y attache de plus en plus. Have you seen us lately, calling all the shots, even with the ninja roster? Time to know, it's time to believe that the time is now, that we're gonna make it bleed. Top shelf is always open, that's the place where Kessler rocks the water bottle floating. Daniel and Henrik are always causing pain with the tick tape pass that'll mesmerize your brain. Burrows flying at you with the heaters clean. There's Mrs. Cleaver from the show, Leave It to Beaver. The Wongo's glove, hand stick side, pass a double stack, gives the opposition a score a heart attack. Oh. The train is sitting right. We are Canucks. We are Canucks. We are the ones who will drink from Sally's cup. We are Canucks. We are Canucks. We are the ones who will drink from Stanley's cup. Hey, oh, let's go. The D's gonna shut them down. Hey, oh, let's go. The D's gonna shut them down. Shut them down. These are the presidents. Bonjour Camille, c'est bien cet entraînement? Pas trop dur? Je vais essayer de vous aider à sortir de l'eau sans tomber moi-même. C'est tous les jours comme ça, tous les matins? Expliquez-nous un peu votre rythme d'entraînement. La plupart du temps, surtout là sur le pôle de Nancy,
où je suis depuis la rentrée donc de septembre. C'est vraiment un rythme d'entraînement que j'ai dû prendre, aller s'entraîner à 7h15 le matin pour ensuite aller en cours à 10h et éventuellement retourner à l'entraînement en sortant de cours le soir. Ouais, c'est un rythme à prendre. Alors aujourd'hui, vous êtes un espoir de l'aviron français. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dresser votre palmarès? Alors l'année dernière, donc, au niveau français, je suis triple championne de France, donc championne de France indoor, donc sur l'ergomètre, championne de France bateau court, donc qui sont les sélections pour l'équipe de France, et championne de France en bateau long, donc bateau long c'est les championnats avec le club, donc avec tous les gens du club. Ensuite, donc, j'ai participé au mois de mai au championnat d'Europe où je termine deuxième. J'ai enchaîné sur les championnats du monde au début août, donc, où je fais vice-championne du monde. Et enfin, le lendemain, j'ai décollé pour la Chine où j'ai fait médaille de bronze aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Alors j'imagine quand même que quand la météo est pas top, le plaisir n'est pas le même, ou est-ce que vraiment vous prenez du plaisir tous les jours à vous entraîner? Ah non, c'est vrai que la météo influe beaucoup sur les sensations qu'on peut avoir en bateau. C'est vrai que quand il y a un peu de vent, comme là aujourd'hui où le vent se lève un peu, la vitesse de coque n'est pas du tout la même, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup de technique. Et du coup, c'est vrai que on se fait pas toujours plaisir en bateau, mais voilà. Et quand vous faites plaisir, le plaisir, c'est quoi? C'est la sensation de glisse, c'est le fait de se retrouver sur l'eau. Moi, par exemple, en skiff, d'être tout seul et de sentir son bateau qui glisse, avoir la sensation de vitesse. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres... Enfin, que moi, j'avais pas du tout connu avant l'aviron. Pourquoi avoir décidé de rester ici à Verdun? Parce que Verdun, tout simplement, c'est mon club de cœur, c'est une deuxième famille, en fait. Jusqu'à l'année dernière, le temps libre, c'était au club et j'y passais beaucoup de temps. Et du coup, il était hors de question de changer pour autre chose, quoi. Vous ramenez tous les matins? Oui. Et les présidents de club, souvent, ils rament pour trouver des bénévoles. Alors C'est ça. aujourd'hui, vous évoluez dans une structure quasi professionnelle. Est-ce que ça vous inquiète, cette baisse du nombre de bénévoles? Le club de Verdun a la chance d'avoir des bénévoles qui sont très attachés au club, très motivés et très impliqués. Donc, C'était important au début pour vous de votre carrière, les bénévoles? Ils vous ont aidé? Au niveau du club, les bénévoles, je pense, sont essentiels. On a la chance d'évoluer dans une structure qui, moi, m'apportait énormément. On avait des équipements de qualité, sans les bénévoles et les salariés, évidemment, mais sans les bénévoles, il n'y a pas de club, et sans club, on peut pas être au niveau qu'on a aujourd'hui, quoi. Alors justement, on va aller voir tout à l'heure un bénévole, Nicolas. Nicolas, ouais. Un mot sur Nicolas? Nicolas qui était salarié jusqu'à l'année dernière, donc, et là il est bénévole cette année et il en fait autant sans être rémunéré, donc il est un peu fou, mais... Camille, merci beaucoup. mais merci à On vous. vous souhaite plein de choses pour la saison à venir. Merci à vous. Tous les mercredis, les week-ends comme durant les vacances scolaires, nombreux sont ceux qui viennent faire leurs devoirs au club quand ils ne viennent pas faire des crêpes ou simplement partager le petit déjeuner avant l'entraînement. La convivialité, voilà l'un des moteurs du cercle nautique verdunois, une convivialité pratiquée très tôt par les jeunes des sections UNSS. Sur les 500 licenciés, la moitié est issue des lycées Marguerite et des collèges Barès et Buvigné. Alors que la plupart des clubs se plaignent du départ des jeunes une fois leur bac en poche, au CNV, les étudiants partis poursuivre leurs études, comme ceux inscrits au Pôle France de Nancy, conservent leur licence à Verdun. Ce mélange entre sportifs de haut niveau, débutants, pratiquants et anciens, c'est l'autre marque de fabrique du club. Le cercle nautique verdunois, c'est un peu une deuxième maison, on s'y sent bien. Les jeunes sont encadrés par des éducateurs professionnels. La plupart sont des professeurs de sport, comme Nicolas. Après avoir été salarié du club, il vient bénévolement chaque semaine entraîner les jeunes. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes bénévole ici au Cercle Nautique Verdunois. Oui, Un bénévole un peu particulier. Est-ce que vous avez été pendant 7 ans salarié ici? c'est ça, ouais. Et aujourd'hui, vous venez faire le métier pour lequel vous étiez payé Ouais, et vous le faites bénévolement. exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce que c'est quand même assez rare. Ah ben ça fait depuis 94 que je suis dans le milieu de l'aviron, donc ça fait un peu plus de 20 ans et c'est une passion que j'ai toujours, pour laquelle j'ai toujours vécu, et j'ai eu la chance de pouvoir être salarié de ma passion, et puis j'ai eu envie de changer d'orientation professionnelle, mais malgré tout j'avais pas envie
de quitter mes premières amours, quand même. Donc voilà, je suis resté accroché au cercle nautique, là. Alors aujourd'hui, vous êtes professeur d'éducation physique. Ouais. Combien de temps est-ce que vous consacrez bénévolement au club d'aviron par semaine? Alors, je viens environ 3 fois dans la semaine, sur 3 jours différents, ce qui représente à peu près entre 10 et 12 heures par semaine. 10 et 12 heures de bénévolat, Voilà, ouais. alors que vous étiez payé avant. Voilà, exactement. Mais vous êtes tombé sur la tête ou? Non, j'aime bien le contexte dans lequel on est quand on vient ici, permettre aux gamins de progresser, de pratiquer, une activité que moi j'aime, donc forcément, enfin ça se réfléchit pas, ça se compte pas. Ouais. Vous faites quoi avec les jeunes? Alors là, je suis plus sur des catégories un peu plus âgées entre guillemets. Ils ont 17 et 18 ans, donc la formation est déjà plus ou moins faite. Donc c'est plus de l'entraînement sportif à proprement dit, quoi. Vous les accompagnez aussi dans les compétitions, des choses Oui, comme ça? on fait les déplacements. Donc c'est le suivi qui est sur l'eau, en salle, et puis les déplacements. Gérer aussi le lien entre les études, l'école, et puis aussi le fait de s'entraîner régulièrement. C'est des jeunes qui, déjà à 17-18 ans, s'entraînent quasiment tous les jours, pour les meilleurs. Donc il faut aussi avoir un lien avec l'établissement pour essayer de récupérer les cours, que tout se passe bien aussi, parce que ça reste quand même qu'une passion aussi pour eux, et il faut que la priorité soit donnée à leur avenir scolaire et professionnel. Donc il faut réussir à mener les deux à bien. Ouais. Il y a ici au Cercle Nautique Verdinois une très bonne ambiance. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que vous l'avez vécu vous-même? Alors quand moi vous je étiez suis arrivé en 2007, donc la culture et la convivialité du club, doit exister depuis, je pense, la création du club, parce que ça paraissait assez bien ancré quand même déjà. Donc c'est le lien entre les anciennes générations et les plus jeunes, et aussi les sportifs de haut niveau, ceux qui ne sont pas encore, qui découvrent la compétition, qui découvrent l'activité. Les sportifs de haut niveau qui donnent des fois envie de démarrer la compétition, les plus anciens qui sont là aussi pour nous montrer comment le club fonctionne, que ce soit nous qui sommes entre les deux, ou les plus jeunes qui viennent et qui démarrent au club et qui voient un peu comment ça fonctionne. Je pense que c'est un peu tout, quoi, en fait, quoi, toutes ces choses-là, ces 3 choses-là qui font que ça se passe plutôt bien, quoi. Prenez le temps de vous poser derrière. Pas s'arrêter, de se relâcher. Allez, c'est mieux. Les clés de la réussite d'un club et surtout l'adhésion de ses bénévoles à la bonne marche de l'association, c'est peut-être cette alchimie verdunoise.
Un mélange presque parfait entre le respect des anciens, l'osmose entre les jeunes débutants et les sportifs de haut niveau qui montrent l'exemple tout en restant accessibles. Fever from the show, leave it to Beaver. The one goes glove, hand stick side, pass a double stack, gives the opposition a score a heart attack. Il y a aussi cette ambiance studieuse où tout le monde donne la main, y compris les éducateurs. Et si la pratique de l'aviron requiert rigueur et dépassement de soi, il n'empêche pas quelques moments de relâchement. Gonna shut 'em down. Hey, oh, let's go. The D's gonna shut 'em down. Shut 'em down. These are the presents. Au cercle nautique verdunois, le bénévolat ne connaît pas la crise. Un exemple à suivre sûrement, un mariage entre podium olympique, initiation des plus jeunes et plaisir d'être ensemble. Que ça dure comme ça, encore quelques années. Plein d'années. We're gonna fight. So get on the train and sing right. We are Canucks. Willy Schulte, bonjour. Bonjour et bienvenue au club. Merci, vous êtes président du CNV Cercle Nautique Verdunois. Alors on vient de voir tout à l'heure des images de Camille qui s'entraînait sur la Meuse. On a vu des images aussi des jeunes qui mangeaient à midi, partageaient un barbecue auquel vous avez participé d'ailleurs. Bien sûr. Vous êtes président depuis 2011. J'aimerais déjà que vous nous parliez de votre parcours associatif. Vous avez commencé quand ici au Cercle Nautique Verdunois? J'ai commencé, je rentrais au comité directeur dans les environs de 1993-14. Et ensuite, j'assurais les fonctions de trésorier pendant 15 ans. Puis après, j'ai pris, comme vous disiez tout à l'heure, en fin 2011, les fonctions de président du club. Mais vous êtes venu au Cercle Nautique Verdunois bien avant. Ah oui, je suis venu au Cercle Nautique dans les années 60. Comme pratiquant. Comme pratiquant, dans les années 60, comme pratiquant, oui. Et puis après, j'ai fait ma carrière professionnelle m'a éloigné de Verdun. Je suis donc parti de Verdun pendant 25 ans, c'est clair. Et puis, à l'issue, donc je suis revenu à Verdun, comme mon fils pratiquait de l'aviron déjà à l'époque. Et puis, comme j'avais bien ressenti les périodes à l'état jeune où j'avais fait de l'aviron, une bonne ambiance, une bonne convivialité, ça m'a donné envie de repartir au sein du comité directeur. Et donc, je suis rentré au sein du comité directeur dans les années que je vous disais tout à l'heure, 93-14 par là. C'est pour ça que vous êtes revenu, c'est en raison des souvenirs que vous aviez de l'ambiance. Oui, les souvenirs, content de l'ambiance qui régnait, et puis je suis revenu et je ne vous cacherai pas que j'ai retrouvé la même ambiance. Vous avez retrouvé la même ambiance. Avec beaucoup de plaisir. Alors, ça fait donc très longtemps que vous êtes ici au Cercle Nautique Verdunois. Il y a beaucoup de dirigeants de clubs qui se plaignent que les adhérents deviennent de plus en plus des consommateurs plutôt que des acteurs dans les clubs. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi au fil des années? Pas trop. Au niveau des bénévoles, on n'est pas en manque de bénévoles. On en aurait plus, bien sûr, ça serait mieux. Mais je veux dire, on est à peu près à une douzaine de bénévoles, des permanents et des occasionnels. Ça nous rend beaucoup service du fait qu'on avait 2 employés puis qu'on n'en a plus qu'un. Quant à l'employé qui est parti, il est parti comme prof à Verdun, mais c'est un bénévole qu'on a récupéré à temps plein, hein, parce qu'il est en permanence, il est au club. Alors, comment est-ce que vous expliquez que ça marche? Ça marche parce que bon, il y a un effet je pense qu'il y a un effet de convivialité, il y a un aspect de rigueur aussi, faut pas l'oublier, parce que chacun n'arrive pas là et fait ce qu'il veut, autrement ça serait trop facile. Hein. Alors, mais c'est beaucoup cet aspect de convivialité, puis c'est aussi l'aspect de nos champions qui tirent tout le monde vers le haut. Alors forcément, les gens ont plus tendance à adhérer plutôt que s'il n'y a rien, quoi, s'ils n'ont pas un bel exemple, quoi. Le club est très structuré au niveau du bénévolat. Comment ça marche? Chacun sait ce qu'il a à faire? Ah oui, chacun sait ce qu'il a à faire. Il y a différentes commissions, notamment celle de la commission événementielle qui gère l'événement, comme aujourd'hui, l'événement, admettons, entre parenthèses, barbecue.
Il y a la commission juridique et financière, celle qui gère un peu les problèmes administratifs. Et puis il y a la commission sportive, une des plus grosses commissions, c'est celle qui gère l'entraînement des sportifs en fonction des bénévoles disponibles. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un groupe qui sort, que ce soit des juniors ou des seniors, ils ont bien souvent un bénévole qui leur est affecté, et c'est ce bénévole qui sort avec eux. Il est là quand il sort. Il y a des bénévoles qui sont très disponibles, puisque je crois que vous me donniez un exemple tout à l'heure de quelqu'un qui est parti 4 jours, c'est ça? Oui, sur les derniers championnats qu'on a eus, c'est les championnats de bateau court à Casaubon. Ils sont partis jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ils sont partis 4 jours. Il y avait donc notre employé qui était présent et aussi 2 bénévoles permanents et un occasionnel. Comment est-ce que vous gérez le renouvellement au sein du comité directeur notamment? Vous faites rentrer des jeunes régulièrement? On fait rentrer, généralement, les gens qui rentrent, c'est des gens c'est des parents de rameurs. Les parents de rameurs, ils rentrent parce qu'ils ont envie de donner un coup de main, ils ont envie de nous aider. Il n'y a pas que des parents de rameurs, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Puis une fois qu'ils ont mis le pied dedans, je veux dire, l'ambiance qu'ils retrouvent, c'est une ambiance qui a priori, qui leur convient bien. Et puis, bon, on essaye de les garder dans ce sens-là, et puis de les mettre dans une commission qui leur convient, parce qu'il y a des gens qui sont plus faits pour la commission dire sportive, puis les autres, c'est la commission événementielle. Donc, ils vont dans la commission qui leur convient. Est-ce que finalement, les clés de votre succès aussi, c'est pas d'avoir la chance d'avoir trouvé des gens compétents? Ah bah si, parce que nos bénévoles, c'est des athlètes, c'est des anciens athlètes de haut niveau, donc ils savent comment faire pour donner un coup de pelle, comme c'est le cas de le dire, et ils ont beaucoup de... Ils ont quand même le savoir-faire, quoi. Techniquement, ils sont très bons, quoi. Autrement, on n'aurait pas les résultats qu'on a. Alors comment vous faites? C'est vous qui allez les chercher? Ou est-ce que c'est eux qui viennent faire se proposer pour être bénévoles? Il arrive bien un moment où les rameurs de haut niveau arrêtent leur carrière. Si ces gens-là sont à Verdun, je suis sûr qu'on les récupérera comme bénévoles. Parce qu'ils veulent garder l'ambiance et ils veulent faire continuer à faire vivre le club au plus haut niveau. Alors, vous vous appuyez aussi beaucoup sur les jeunes, puisque vous avez un partenariat très actif avec les établissements scolaires. Vous pouvez nous expliquer ça en 2 mots? Et est-ce que c'est pas ça aussi qui concourt au fait que le club a beaucoup de membres et ça fait une vie assez intense? C'est dans 2 sections sportives, dans les collèges, une section à Buvigné et une section à Barès. Ensuite, on a une autre section dans les lycées, dans le lycée Marguerite. Donc, le principal recrutement, c'est dans les collèges. Oui, mais vous êtes confronté au même problème que tous les autres clubs sportifs meusiens. À un moment, ces jeunes-là, ils ont le bac, ils s'en vont à Reims, à Nancy ou à Metz, et vous les avez plus. Mais ces gens-là, ils vont au Pôle Espoir ou au Pôle France, mais ils restent licenciés à Verdun, parce que c'est leur club sentimental. Et on retrouve toujours l'histoire de la convivialité, c'est ça? Voilà, c'est pour ça qu'ils voilà. restent? C'est pour ça qu'ils restent. C'est D'accord. pour ça qu'ils restent. Ils s'entraînent à Nancy, mais bien souvent, ils se retrouvent les week-ends. Ils sont heureux de se retrouver les week-ends, soit dans un 8, dans un 4 à Verdun. La solution pour vous, ça passe donc par la convivialité et les compétences. C'est ça, c'est ça. Quand il y a la convivialité dans un club et les entraîneurs compétents pour les entrées, la relève est au rendez-vous. Un des autres sujets qui est remonté de l'enquête, c'est le financement. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Oui, oui. Vous avez des équipements qui coûtent assez cher, je crois, puisque Très un cher. bateau, Très cher. c'est important comme investissement. Ah, oui, oui. Vous pouvez nous parler en 2 mots du budget et comment il est réparti et comment vous faites pour boucler ce budget? Le budget total du club, c'est environ, ça avoisine les 200 000 €. Mais c'est uniquement des subventions d'ordre public, notamment le conseil régional, le conseil général, la DDJSPP et la ville de Verdun. On essaye d'avoir actuellement de plus en plus de mécénat pour avoir un budget un petit peu supplémentaire. Il y a une commission qui s'occupe de ça au sein Il du y a une club. commission qui s'occupe de ça. Oui. Et alors aujourd'hui, ça représente combien? Ça représente, disons, la valeur du bateau qu'on a acheté pour Camille lors de ses championnats du monde, championnats d'Europe, en gros. C'est-à-dire? 8 000 €, voire même un peu plus. Disons que l'année dernière, au niveau mécénat, on a dû tourner à 12 000 €. D'accord. Eh bien, Willy Schult, merci beaucoup pour votre accueil et surtout pour votre témoignage qui, je pense, va aider beaucoup d'autres clubs. Merci.
Merci à vous de votre présence et puis sachez que vous êtes le bienvenu au Cercle Nautique Verdunois quand vous le voulez. Ok, merci beaucoup. Vous avez abordé en fin d'interview le financement. Le financement, c'est le deuxième sujet du deuxième reportage de cette enquête de sport. Nous prenons la direction de Bar-le-Duc. Depuis plusieurs années, l'ASPTT Handball fait appel à des sponsors privés pour pallier à la baisse des financements publics. On retrouve les filles qui évoluent en National 2. Elles jouent ce soir. Come on, baby, take a chance with me. Don't change the channel like you're watching TV. Turn up the volume, I've got more to say. I think if we could start conversing, we'd be chatting all day. And in the evening, we could choose to roll our spliff, cook some dinner, and kick off our shoes. Step into night, we could live out delight. Come together in the frenzy when the feeling's alright. And in the morning, I bet there would be time for toast, another spliff, a cup of rooibos tea. We got the music and we got the time. We got rhythm, we got music, we got Cape Town sunshine. Eh bien, ce soir, on est à Bar-le-Duc. Les filles de l'ASPTT Handball en National 2 reçoivent l'équipe de Utes. Les derniers matchs à domicile de la saison. Ici, les matchs à domicile sont toujours des événements. Je vous emmène, venez, on va faire un tour. Les matchs à domicile sont effectivement toujours un événement. Lorsque les filles de l'ASPTT jouent à l'extérieur, les rencontres se jouent quasiment sans public. À Bar-le-Duc, la fréquentation moyenne tourne autour de 300 spectateurs par match, une exception en Lorraine. Mon voisin de tribune ce soir, c'est Dom, et pour rien au monde, il ne raterait un match. Je pense que c'est important de supporter l'équipe phare de notre club. Après, c'est un esprit d'équipe, un esprit de famille aussi au niveau de la SPTT, tout, de bons potes et de camaraderie, quoi, on va dire. Donc je pense qu'il faut être là sérieusement le plus souvent qu'on peut. Ok. Et être positif. On essaye. Notre capitaine numéro 14, accompagné de Paul Camille. Communiquez, poussez-vous, encouragez-vous, nom d'une pipe. N'attendez pas que l'autre fasse l'effort. Ils font leur coup franc, on est à 3 mètres, la fille elle fait ça dans les 6 mètres, dans les 9 mètres, et elle prend un tir. Alors qu'on est 3 en face d'elle. Elles ont des coups francs parce qu'elles vont un peu vers le but, et après on arrête nous. On les laisse aller au but, sur une passe, alors qu'on vient d'en défendre 20. Ne faites pas la faute, il siffle tout de suite 2 minutes. Le moindre contact sur une fille qui est en mouvement, comme ça en contre-attaque, il nous sort. Allez,
soir, les filles de la SPTT ont gagné. Une victoire précieuse. À 3 journées de la fin du championnat, les Barisiennes sont d'ores et déjà assurées de rester la saison prochaine en National 2. La National 2, c'est d'abord un enjeu sportif pour le club, mais pas seulement. Le maintien, c'est aussi l'assurance de conserver certaines subventions et de continuer à intéresser les sponsors privés. Une pression supplémentaire pour les joueuses. Nous sommes allés en parler avec la capitaine Camille Laurent dans les vestiaires à l'issue de la rencontre. Je crois qu'il y a eu une petite explication à la mi-temps. Vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, match qui avait très bien démarré. Elle recolle un petit peu au score et à la mi-temps, on est derrière. Donc petite soufflante à la mi-temps. C'est important, ces causeries comme ça à la mi-temps. Enfin, c'était même plus qu'une causerie, là, c'était chaud. C'est essentiel, ça remet tout le monde d'aplomb. On perd à la mi-temps une petite soufflante. Même quand on gagne, je pense qu'il y a toujours besoin de remotiver un petit peu les troupes et tout est à perfectionner. Un des problèmes rencontrés par les clubs avec les financements publics, c'est que certaines collectivités conditionnent leurs aides aux résultats. La région Lorraine, par exemple, finance la SPTT handball, mais à condition que vous restiez en National 2. Si demain vous deviez être rétrogradé, la baisse de subvention serait conséquente. Est-ce que ça vous met une pression supplémentaire avant les matchs ? Oui, on a eu ce cas-là l'année dernière, où on était en fin de tableau, et en fait on a notre salarié du club qui est aussi une coéquipière. Donc du coup, son statut de salarié est en jeu à chaque saison. Et c'est une source de motivation supplémentaire avant les matchs ? Vous y pensez ou pas ? Oui. Tout est pensé et tout est parlé, toutes les choses sont dites ouvertement, oui. Est-ce que c'est important quand on est une équipe comme ça de jouer avec une belle tenue ? Vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, on est ravis d'avoir une tenue d'équipement, des maillots de match. Ça fait 2 ans que notre sponsor nous change nos maillots et nos équipements. On est très contente. Ça motive ? Oui, ça motive. On est belle, on se sent bien et on a un devoir moral après avec notre partenariat, avec notre sponsor. On vient équiper. Et les gens que vous rencontrez sont réceptifs à ça ou pas ? Oui, la plupart du temps, oui. Alors j'imagine qu'entre vous et vos sponsors, il n'y a pas qu'une relation commerciale, il y a aussi un lien affectif. Enfin, c'est du donnant-donnant, c'est ça ? Après les matchs, on a notre sponsor, les Trois Singes, on va manger chez eux. Les filles de l'extérieur peuvent aussi, on les incite à aller manger chez notre sponsor. C'est important pour vous qu'ils soient là, présents le soir en match ? Oui, bien sûr. Ça nous donne une pression supplémentaire, une pression positive. On a envie de jouer bien et d'être à la hauteur de ce qu'eux nous ont apporté. Eh bien, Camille, merci de nous avoir reçus. Et puis, bonne Merci chance à vous. pour la suite du championnat. Merci à vous. L'engagement des filles pour leur équipe ne s'arrête pas à la sortie des vestiaires. Les joueuses s'impliquent aussi dans la promotion du club et la recherche de partenaires privés. C'est d'ailleurs l'une d'entre elles qui a trouvé l'un des 2 sponsors maillots de l'équipe. Dominique Bonnerave est patron d'auto-école. Et c'est cet état d'esprit combatif des handballeuses barisiennes qui a convaincu cet ancien footballeur. Alors, j'étais un sportif et j'ai été obligé d'arrêter le sport à cause d'une blessure. Lorsque j'ai racheté l'auto-école, ici il y a à peu près 11 ans, j'ai décidé et j'attendais que quelqu'un vienne me voir justement pour promouvoir le sport. Et ça s'est produit simplement. Une joueuse de la SPTT, qui était une de mes anciennes élèves, est venue me trouver et m'a dit « On a besoin de 500 € pour acheter des survêtements. Est-ce que tu es partant ?» Et j'ai répondu « Oui ». Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc j'ai fait ça par hasard, mais je voulais continuer dans le sport parce que j'ai le sport dans l'âme. Je suis un sportif et je resterai sportif. On ne peut pas vivre sans le sport. Et finalement, ces survêtements-là, elles les ont achetés, je les ai vus quand elles les ont portés, et je me suis rendu aux entraînements. Et j'ai vu que pour une équipe de N2, l'équipement n'était pas représentatif du niveau. Et je me suis dit, je vais m'investir. Tout simplement. Voilà. Et c'est là que, en 2e saison, j'ai acheté survêtements, sacs de sport, et après j'ai continué, suite, t-shirt de sortie, claquettes, etc. Et puis là, je continue. L'ambiance au club est très très bonne. Et puis on a une complicité maintenant. Moi, une complicité s'est installée avec les filles. En 2010-2011, elles m'ont offert le trophée de la ville de Bar-le-Duc qu'elles avaient gagné. Et ça m'a touché, vraiment touché. Il y a un état d'esprit, on peut rien dire dessus. Elles sont combatives et puis elles nous le rendent bien. Voilà.
je ne regrette pas ce que j'ai fait et je pense que je vais continuer. Le financement privé, une révolution pour la SPTT. Jusqu'à la fin des années 80, le club est soutenu par La Poste et France Télécom. Le ministère prend en charge les loyers, le chauffage, les équipements. L'équipe masculine évolue alors en National 2 et les frais de déplacement ne sont qu'une formalité. Tous les déplacements de toutes nos équipes, que ce soit des jeunes, que ce soit les seniors, que ce soit au niveau national, au niveau régional, tout était pris en charge par les deux maisons qui étaient France Télécom et La Poste. Bon, un exemple type, on partait jouer à Paris, le vendredi on allait à La Poste, on récupérait nos 15 billets de train et voilà, notre transport était organisé, quoi. Donc c'est La Poste s'occupait même de réserver les billets, on s'occupait de rien du tout, quoi. La privatisation change tout. Au début des années 90, les robinets se ferment, l'activité est en chute libre et le club manque de disparaître. Et en 1994, quand j'ai pris la présidence, on s'est réunis, le peu de dirigeants qui restaient à ce moment-là, et on s'est dit il faut qu'on réorganise le club. Et on avait la possibilité de faire un DLA, dont on a une personne, un auditeur externe qui est venu. Ce DLA était payé par le conseil général. Donc à partir de ce DLA, on a fait toutes les recommandations qui avaient été prises, on s'est appuyé dessus et on a tenté de réorganiser le club à travers un projet qui s'est appelé CAP 2008. Au niveau du budget global, un club comme le nôtre maintenant, où on a 2 salariés, ça coûte 50 000 euros par an. On a un budget qui tourne entre 170 000 et 180 000 euros, dont la part sponsoring très conséquent. On n'est jamais arrivé à avoir ces montants-là. Et quand on discute un peu avec des clubs de notre envergure, dans des villes de notre envergure, on s'aperçoit qu'on se débrouille pas trop mal, quoi. Et actuellement, on a 30 000 de financement privé, on a 100 000 de financement public et on a 50 000 de financement qu'on se crée nous-mêmes, de par les organisations, par les licences. Donc ces 100 000 euros-là, s'ils disparaissent, soit on est capable de trouver 100 000 euros en privé. Honnêtement, je suis très inquiet d'être capable, dans le tissu industriel, commercial, local, de trouver 100 000 euros dans les 10 années qui arrivent. Donc il est clair que la disparition des financements privés, des financements publics, sera pour nous une catastrophe. Au final, si la baisse des financements publics menace la survie du club, elle contribue aussi à l'implication de tous. C'est peut-être ça aussi, un club, une prise de conscience collective, avec une limite toutefois, trouver le juste milieu entre bénévolat et sacerdoce, entre le plaisir et l'épuisement. Gilles Le Forestier, bonjour. On est ici dans le gymnase Bras de Fer, qui est un peu le lieu symbolique de la SPTT Bar-le-Duc, puisque c'est là que se disputent tous les matchs officiels. Et on est ici pour parler du financement, puisque c'est un des problèmes récurrents qui est remonté de l'enquête qu'a menée le comité départemental olympique et sportif. Alors avant d'aborder ce problème du financement des clubs et comités, j'aimerais que vous nous précisiez à quel titre vous intervenez. Alors j'interviens au titre du conseiller sportif départemental, un rôle technique d'expert sur la politique sportive du département. Vous n'êtes pas un politique, vous n'avez pas la parole politique. Je suis là pour aider, accompagner éventuellement certaines décisions, mais en aucun cas prendre des décisions politiques sur la politique sportive. Alors, on l'a vu au travers de l'expérience du club de la SPTT Handball à Bar-le-Duc, les clubs s'inquiètent fortement de ces baisses de financement public. Est-ce qu'ils ont vraiment des raisons de s'inquiéter ? Alors, malheureusement, oui, il y a des raisons objectives qui font qu'aujourd'hui, les dirigeants d'associations sportives peuvent être inquiets. Alors, l'inquiétude ne préserve pas du risque, etc. Notre logique, nous, c'est d'essayer d'analyser de façon objective la situation. On assiste à un désengagement relativement important depuis une dizaine d'années des aides publiques.
Et cet effet de domino, en fait, a des incidences sur l'avenir des clubs en termes d'organisation de leurs pratiques. Ce qui est important de préciser justement, c'est que l'aide peut venir de plusieurs niveaux, ça s'appelle la compétence partagée. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est cette compétence partagée? Alors cette compétence partagée, elle se situe à différents niveaux. L'État, au travers d'un organisme qui s'appelle le CNDS, Centre national pour le développement du sport, qui finance le sport amateur en particulier. Vous avez à l'échelon régional une politique sportive qui est plutôt orientée vers la formation, le haut niveau. Et puis vous avez également au niveau du département une stratégie particulière de soutien au monde sportif associatif. Et on va décliner ça également à l'échelle, on peut le retrouver à l'échelle intercommunale ou au niveau communal. C'est-à-dire que cette compétence, elle n'est pas identifiée pour un acteur, elle est identifiée pour une multitude d'acteurs. Ce qui quelque part complexifie la relation entre les associations et les interlocuteurs institutionnels, mais qui en même temps peut être une garantie, en tout cas elle a été identifiée comme ça, de trouver toujours une solution de soutien en fonction des projets qui sont menés sur le champ associatif. Et aujourd'hui, c'est plus le cas? Alors aujourd'hui, cette compétence partagée, elle peut être vécue comme un piège, Pourquoi? dans le sens où la période de crise que l'on traverse et qui dure un petit peu, a fait que, comme on n'est pas sur des compétences dites obligatoires, les interlocuteurs, les différents interlocuteurs et l'État en premier, ont restreint leur crédit au niveau du soutien à la vie associative. Et le problème, c'est que ces compétences partagées ne sont pas forcément complémentaires, toujours complémentaires. Donc c'est souvent des désengagements d'une façon unilatérale, sans analyser l'onde de choc, l'effet domino qu'elle peut entraîner. Alors face à ce désengagement des différents partenaires publics, est-ce que la solution, c'est vraiment de se tourner vers des partenaires privés? Alors c'est une solution, effectivement. Cette solution, elle est exploitée par le monde associatif pour certaines disciplines depuis bon nombre d'années. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est de structurer cette relation avec le partenariat privé. La période de crise, elle n'est pas uniquement sur les problématiques de financement public, on l'a bien compris. La crise, elle touche également le monde économique. Les entreprises sont également aujourd'hui plus regardantes sur les soutiens qu'elles peuvent apporter. Et puis il y a la logique également, toujours dans le monde économique, de contrepartie souvent. Quel intérêt j'ai à me positionner pour soutenir du sport amateur? Autant dans le domaine du sport professionnel, on peut comprendre qu'avec des études de marché, on peut évaluer des retombées économiques pour l'entreprise. En fait, on se sert du sport comme un moyen aussi de développer, on va dire, la notoriété, on va dire, d'une entreprise. Sur le plan du soutien au monde amateur, la logique est complètement différente. Et il faut bien l'intégrer avant de pouvoir aller rencontrer ce monde de l'entreprise. C'est quoi le discours qu'il faut tenir face à des chefs d'entreprise? Alors, s'il y a bien un des aspects qu'il faut essayer de développer dans la relation entre l'association et l'entreprise, c'est bien les valeurs. Les valeurs portées par le monde associatif, le sport amateur, qu'aujourd'hui, malheureusement, le sport professionnel ne le porte plus, mais pour d'autres raisons. Et tous les aspects liés à l'éducation, à habituer les plus jeunes ou voire les anciens à continuer à avoir une pratique physique régulière. Le monde associatif a un ancrage et un maillage territorial qui permet de rendre ce service public. Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème avec le financement privé? C'est que, évidemment, ça peut être intéresser des entreprises d'être partenaires de gros clubs. Pour les petits clubs dans les villages, qu'est-ce qui va se passer? L'événementiel peut permettre d'intéresser des partenaires sur un moment ponctuel, mais pas forcément sur un accompagnement sur toute l'année. On le voit chez les partenaires, notamment chez les PME, chez les PMI, voire chez les artisans. Ils veulent bien donner une participation sur une association locale parce que voilà, il y a un événement qui va à un moment donné mobiliser suffisamment de monde et on va pouvoir mettre en avant un petit peu le soutien de l'entreprise. Après, sur des organisations un peu différentes, on pourrait imaginer aussi un partenariat, parce que le partenariat privé, ce n'est pas seulement du financement direct. Ça peut être de l'aide logistique. On le voit dans certaines disciplines. Je pense par exemple, sur des disciplines extérieures, on va chercher des entreprises, par exemple, qui vont donner un coup de main pour du terrassement, l'aménagement d'espace, etc. Ça, c'est une aide concrète
que l'entreprise a le savoir-faire, elle peut le faire à moindre coût, et surtout sa participation, elle contribue directement à l'activité au développement de l'activité associative. Alors vous parliez d'événementiel tout de suite. Oui. C'est un souci aussi pour les clubs parce qu'effectivement, quand ils vont voir des partenaires, ils pourraient leur proposer des grands événements, mais en Meuse, il n'y a pas d'infrastructure. Développer de l'événementiel, si on n'a pas la capacité de faire rentrer du monde dans les salles, ça devient tout de suite compliqué. Donc là, c'est pas le savoir-faire, on va dire, de l'association pour organiser de l'événementiel exceptionnel qui est en cause, c'est en fait la capacité toute simple d'accueil de pratiques sportives L'exemple ici, réglementées. c'est combien ici la capacité? Alors la capacité ici, c'est 350 places, c'est la deuxième salle du département. Voilà, On ne peut pas faire venir l'équipe de France de handball. Ah non, par exemple. on pourrait pas le faire. On pourrait pas faire venir une équipe de France, alors que dans le réseau, grâce au réseau fédéral, on aurait les moyens d'avoir ces contacts et de trouver des moyens de faire venir une équipe nationale. Mais c'est pas un problème, ça. Alors c'est un véritable problème puisque là, il est clair que ça serait une forme de ressource directe liée à l'activité de l'association et qui, de plus, pourrait mobiliser certainement des sponsors d'un tout autre gabarit que le sponsor local. Concernant ce financement, est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir des clubs? Parce qu'il y a quand même, certains, on ne va pas dire une désertification, mais quand même un peu. Ouais, il y a une réalité qu'il faut prendre en considération. On a souvent dit que la Meuse était département rural et que le ruralité et sport faisaient bon ménage, parce qu'on a un taux de licenciés important. 47 000 licenciés dans un département comme le nôtre, c'est conséquent. C'est légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Mais par contre, lorsqu'on va un peu plus dans le détail, sur les 500 communes meusiennes, il y en a 357 qui n'ont aucune association sportive. C'est-à-dire que le citoyen de ces communes est déjà obligé de se déplacer pour pouvoir pratiquer une activité qui l'intéresserait. Gilles Le Forestier, merci. L'une des solutions qui est souvent avancée pour faire face à ces baisses de financement public, ou notamment la baisse du bénévolat dans les clubs, c'est la mutualisation. La mutualisation, c'est le 3e reportage de ce numéro d'Enquête de sport. C'est bien connu, l'union fait la force. Alors est-ce que la mise en commun de moyens, de compétences et de projets est-elle vraiment la solution miracle? Nous allons maintenant voir l'expérience vécue dans le domaine du canoë-kayak, 2 clubs au départ, Ancerville d'un côté, Bar-le-Duc de l'autre. Depuis 2003, les 2 clubs sont dans le même bateau, c'est l'ABCK. People ask me what my secret is, I just smile and say, follow me. Life's too short not to really live. I got a big heart, I can let you in. I'm sitting on top of the world, on top of the world. On top of the world. I'm sitting on top. Bar-le-Duc, c'est l'un des 2 sites d'entraînement du club, le plus tranquille, l'autre se trouve à Ancerville. 2 sites historiques pour 2 clubs qui n'en faut aujourd'hui plus qu'un. Pour pouvoir survivre, Bar-le-Duc et Ancerville ont dû unir leur destin en 2003. Jean-Charles Réby, responsable sportif de l'ABCK. Chaque club, chaque structure, que ce soit Ancerville ou Bar-le-Duc, avait ses propres problèmes. Bar-le-Duc avait une envie d'amener ses jeunes compétiteurs vers le plus haut niveau. Ancerville avait des gros problèmes de structuration et notamment au niveau de leurs élus, puisque le président était démissionnaire et il n'y avait personne qui voulait reprendre derrière. Donc il est vrai que tout de suite on a senti l'intérêt entre ces 2 structures qui fonctionnaient déjà ensemble puisqu'il y avait des actions communes. Si cette fusion n'avait pas été faite, on ne sait pas ce que seraient devenues ces 2 structures. Donc ça s'est fait assez naturellement qu'en 2003 fusionnent ces 2 clubs pour créer l'Ancerville Bar-le-Duc canoë-kayak. Si la mutualisation a permis aux 2 clubs de se sauver en mettant en commun moyens humains et matériels, elle engendre des problèmes logistiques importants. Fabrice Ambiel est l'un des 2 salariés de la BCK. Donc à Bar-le-Duc, alors là, les problèmes sont que la base n'est pas au pied de l'eau. Donc on a des contraintes sécuritaires et de temps. C'est qu'il faut traverser la route, les gamins, il faut qu'ils portent les bateaux. Il faut savoir qu'un bateau d'initiation, il fait 18 kg, les gamins, ils en ont 10. Donc
Des fois, on se dit faire du sport et on les déglague en portant les bateaux. From the moment we get out of bed, we dance alone every day, 'cause that's who we are. Who we are. You know the places. Deux sites, c'est aussi des déplacements fréquents, une dizaine de trajets chaque semaine, 25 km à chaque fois. Une perte de temps et d'énergie considérable, avec aussi un impact non négligeable sur les finances du club. Il y en a pour 25-30 minutes. Donc ça fait partie un petit peu des contraintes de la semaine. Les jeunes, c'est pas évident pour eux, surtout quand ils accumulent un peu de fatigue. Donc le transport entre les deux bases, on va dire que ça fait entre 8 et 10 allers-retours dans la semaine. C'est fatigant pour tout le monde et ça a un coût financier qui est relativement important. Et quand on fait ça, on ne peut pas faire de bateau, on fait que ça. Sachant que nous, toutes nos subventions territoriales, elles sont prises en compte sur nos déplacements sportifs et pas sur les déplacements de fonctionnement interbases. Et donc là, nous, c'est une des contraintes d'avoir deux bases éloignées, même si c'est qu'une demi-heure de route, puisque, comme je vous l'ai dit, au niveau des frais de fonctionnement, ils sont assez importants sur la BCK. La base d'eau vive d'Ancerville est plus technique. C'est dans ces rapides que les jeunes s'entraînent à la compétition, à l'image de Robin, l'une des valeurs montantes de la BCK. La BCK s'occupe des jeunes, participe au nettoyage de la rivière, emmène en balade des touristes sur l'Assau. Le club évolue sur plusieurs territoires avec différentes missions. C'est là l'un des autres problèmes du club, trouver les bons interlocuteurs. On évolue sur deux villes, Ancerville et Bar-le-Duc, qui n'ont peut-être pas au départ la même politique que ce qu'elle soit la politique générale ou la politique sportive. On évolue ici aussi sur la vallée de l'Assau, puisqu'on a mis en place depuis quelques années, en liaison avec l'Office du tourisme de Bar-le-Duc, des descentes de l'Assau touristiques. Donc là, on a aussi une problématique au niveau de ce territoire-là. On n'arrive pas, au jour d'aujourd'hui, à amener notre projet associatif auprès de ces différentes instances politiques
et d'avoir un projet commun, puisque eux-mêmes ont leur projet individuel. Et donc il est difficile pour nous d'arriver à faire cette liaison entre ces différentes municipalités ou ces différents territoires. Malgré ces problèmes, le club enregistre des résultats sportifs plus qu'honorables. La BCK fait partie des tout premiers en France. Depuis sa création, la fusion donc des deux clubs Ancerville et Bar-le-Duc, le club s'est régulièrement classé parmi les 5 meilleurs clubs nationaux. Et même dès l'année 2003, on a tout de suite atteint le podium puisqu'on était deuxième. Moi, je suis toujours admiratif d'arriver à être dans les 5-10 clubs français avec le peu de moyens de terrain de jeu qu'on a à portée de main. La solution, les élus la connaissent, la construction sur l'Ornain d'un pôle aquatique ouvert au club pour la pratique sportive et au public pour des disciplines plus ludiques. La ville de Bar-le-Duc vient de voter le financement d'une étude de faisabilité. Bernard Aubrier, bonjour. Nous sommes ici en plein cœur de la ville de Verdun, au bord de la Meuse, là où s'entraînent les sportifs du Cercle Nautique Verdunois, un club qui a donné des médaillés olympiques au département et à la France. Alors vous êtes dans le sport depuis très longtemps, vous avez été pendant une dizaine d'années dans le milieu du football, vous avez également été correspondant pour un grand quotidien régional, correspondant sportif, et vous êtes depuis 2 ou 3 ans maintenant président du comité départemental olympique et sportif. Autrement dit, vous connaissez bien le milieu sportif du département. Est-ce que vous avez été surpris par ce que vous avez vu dans les 3 reportages qu'on vient de voir? Pas véritablement, parce que que les clubs rencontrent des difficultés actuellement n'est pas une véritable surprise. On connaît les difficultés au niveau des financements actuellement. On connaît aussi des difficultés au niveau du renouvellement du bénévolat. Donc là, ce sont déjà 2 paramètres essentiels, je veux dire, des difficultés que peuvent rencontrer les clubs. Mais il est certain que tous ne s'en sortent pas de la même façon non plus. Alors, vous êtes depuis très longtemps dans le mouvement sportif. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ces 20-25 années? Je pense que ce qui a le plus changé au cours de ces 2-3 décennies, c'est surtout la mentalité pas des bénévoles, parce que les bénévoles sont restés en place, ce sont des gens qui sont anciens, mais on sent quand même beaucoup d'évolution au niveau des jeunes sportifs qui peut-être dans l'ensemble ont tendance plus à se comporter comme des consommateurs que comme des véritables acteurs de la vie associative. On a vu dans les 3 reportages, les élus demandent au club de participer à l'attractivité du territoire. La région Lorraine, de son côté, conditionne ses aides aux résultats sportifs. Et puis il y a l'État aussi qui demande aujourd'hui au club de participer à des missions de prévention ou de sport santé. Est-ce qu'on ne demande pas beaucoup aux dirigeants sportifs aujourd'hui? Alors je pense qu'on leur demande beaucoup, je ne sais pas si on leur demande de trop, ça c'est leur capacité de réponse qui nous le dira, mais ceci étant dit, on se trouve quand même actuellement face à une ambiguïté. L'ambiguïté est la suivante, d'une part les aides, et en particulier les aides directes, c'est-à-dire financières, sont en diminution, et parallèlement à ça, effectivement, on charge dans tous les sens du terme le monde sportif du règlement de toutes les solutions qui se posent à la société. Le sport semble sortir du milieu qui est en réalité le sien, et désormais on lui demande d'être un moyen. C'est le moyen d'aide pour améliorer la santé, c'est le moyen d'aide pour résoudre les problèmes dans les quartiers en difficulté. Et donc là on assiste effectivement à une dérive, et effectivement parallèlement à ça les moyens sont en diminution. Ça c'est un paradoxe. Alors il y a une chose qui illustre ce que vous venez de dire, c'est les subventions que les clubs reçoivent au travers du CNDS. CNDS, déjà, est-ce qu'on peut dire ce que c'est? Le CNDS, c'est le Centre national du développement sportif. C'est une caisse, je dirais, au niveau national, qui n'est pas une caisse de l'État, ça je tiens à le préciser. Ce n'est pas de l'argent des contribuables. Ce n'est pas de l'argent des contribuables, mais c'est une caisse qui est alimentée par un prélèvement
sur les mises que réalisent les différents joueurs pour les jeux proposés par la Française des Jeux en particulier. Quel est le souci aujourd'hui justement avec le CNDS ? Le souci avec le CNDS, c'est qu'il ne répond plus à sa mission initiale. Sa mission initiale étant d'apporter une aide au sport en général et au sport amateur en particulier. C'est dans le nom d'ailleurs, c'est le Centre national de développement sportif. Or actuellement on assiste à une dérive, c'est-à-dire que des fonds sont prélevés sur la caisse du CNDS pour construire des grands stades. Par exemple, donc, et cet argent-là ne peut plus servir effectivement à ce à quoi il était initialement prévu. Et ça génère effectivement des conséquences relativement importantes pour les petits clubs en particulier, puisque désormais il faut atteindre un certain plafond pour pouvoir bénéficier des fonds CNDS, et que certains petits clubs, forcément qui n'ont pas de gros besoins, mais qui ont quand même besoin d'un petit peu d'aide pour pouvoir réaliser certaines actions, ne peuvent plus y accéder. Et ça constitue effectivement une dérive inquiétante, et en particulier dans notre milieu rural meusien. Alors, l'autre problème du CNDS, c'est que vous l'avez abordé tout à l'heure, c'est qu'on demande maintenant aux clubs de participer à des missions de prévention, de cohésion sociale, etc. C'est aussi une dérive ? Oui, c'est une dérive, puisqu'on demande aux clubs de répondre à davantage de mots de la société, mots MAUX de la société, avec de moins en moins de moyens. Effectivement, et il faut savoir aussi que le monde, notre monde à nous, en particulier en Meuse, est aussi organisé par des gens qui sont des bénévoles. Donc là, on a effectivement des choses qui sont relativement peu cohérentes. Et à l'avenir, donc ? Et à l'avenir, bon, il est prévu, enfin ça fait partie des éléments que nous avons eu la joie, entre guillemets, de recevoir à la fin de l'année passée. Le nombre de clubs accessibles, de structures accessibles au CNDS sera divisé par 2 dans les 2 années à venir. Alors est-ce que vous êtes, parce qu'on a vu quand même des choses positives dans les reportages du CNV par exemple, ça marche très bien, il y a beaucoup de jeunes, je crois qu'ils sont 500, des bénévoles compétents, la mutualisation au canoë-kayak, ça marche, même si tout ne va pas forcément dans le bon sens. Et puis la SPTT handball aussi, ils ont des filles qui sont nationales 2. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir ? Oui, je suis quand même inquiet pour l'avenir, parce que là, vous venez de citer effectivement un certain nombre de structures, mais qui sont des structures, je dirais, solides, qui ont une histoire, qui ont une véritable culture. Pour certaines qui ont su choisir aussi, qui ont su opter pour la mutualisation, de façon à se consolider, mais ils ne représentent, je dirais, en nombre qu'une petite partie de toutes nos structures meusiennes. Beaucoup d'autres structures meusiennes sont beaucoup plus petites, fonctionnent avec des bénévoles qui véritablement, et j'insiste là-dessus, s'usent parce qu'ils sont sollicités de plus en plus. Ils le soulignent même, ils ont des masses de dossiers administratifs de plus en plus importantes à remplir pour finalement bénéficier de moins en moins de moyens. Donc il y a là une usure qui devient de plus en plus difficile à gérer, je dirais. Alors justement, vous êtes aujourd'hui président du mouvement sportif. Que peut apporter à ces clubs le comité départemental olympique et sportif de la Meuse ? Alors je dirais que le comité départemental olympique et sportif de la Meuse, dans un premier temps, se doit de se battre. J'aime pas trop ces termes de guerre parce qu'on est dans le mouvement sportif, mais se doit déjà de battre pour faire modifier, enfin il ne le pourra pas seul, mais pour faire se modifier les orientations nationales. C'est clair que le GDOS Meuse ne pourra pas réagir tout seul, mais en s'associant avec d'autres structures, d'autres GDOS qui sont dans la même situation que la nôtre, on doit quand même pouvoir essayer d'interférer en intervenant auprès de nos élus, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que ces choses-là sont décidées par nos élus. Oui. Mais il y a aussi, notre souhait dans le contexte actuel, c'est d'être au plus proche possible de nos clubs pour les accompagner. Si nous pouvons les accompagner dans leur réussite, c'est parfait, mais actuellement, c'est plutôt dans les difficultés que nous sommes amenés à concentrer nos efforts et pour les aider à travailler sur leur projet associatif, sur comment monter un dossier, enfin sur des approches soit administratives, soit plus concrètes sur le terrain, quoi.
Alors il vous revient de conclure cette émission. Vous êtes plein d'espoir pour l'avenir, inquiet, lucide? Je suis, je dirais, en position intermédiaire entre plein d'espoir, non, parce que, je dirais, actuellement, on nous prive d'un certain nombre de moyens de fonctionnement, c'est clair, tout en nous en demandant plus. C'est-à-dire que si les choses n'évoluent pas, on pourrait avoir une vision assez pessimiste de la situation. Toutefois, je tiens au travers de cette émission à remercier le plein engagement des bénévoles meusiens qui n'ont pas peur de la tâche. Bon, je disais tout à l'heure, c'est vrai que certains ont tendance à se décourager, mais là, nous sommes là pour les épauler et on peut dire quand même que sans l'engagement de ces bénévoles, qui sont là sur le terrain ou autour des terrains ou dans les gymnases depuis de nombreuses années, le sport meusien ne serait pas où il en est, parce que n'oublions pas quand même que un quart de la population meusienne, c'est-à-dire quasiment 50 000 personnes, bénéficient d'une licence sportive actuellement. Bernard Ouvrier, merci beaucoup. Ce numéro d'enquête de sport consacré au sport meusien est terminé. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission prochainement. Excellente soirée. Baby, take a chance with me. Don't change the channel like you're watching TV. Turn up the volume, I've got more to say. I think if we could start conversing, we'd be chatting all day. And in the evening, we could choose to roll our spliff, cook some dinner, and kick off our shoes. Step in tonight, we could live our delight. Come together in a frenzy when the feeling's alright. And in the morning, I bet there would be time for toast, another spliff, a cup of rooibos tea. We got the music and we got the time. We got rhythm, we got music, we got Cape Town sunshine. You're not the only. Only one life to live, too many paths to choose. I've got a bridge to burn. Love has expressed is true. It seems our time is through. I wouldn't lie to you. I wanna go now. Love has expressed is true. Don't get so stressed with me. You're not the only fish who's swimming in my sea. Love has expressed is true. It's not like we care, but I thought you'd understand. Another day, I'd have more to say, but playtime is over.